Visualisez l'Égypte à la fin de l'Ancien Empire, vers 2181 avant Jésus-Christ. Les pyramides de Gizeh brillent encore sous le soleil, mais le royaume unifié, bâti autour de Memphis, s'effrite. La grandeur de l'Ancien Empire, avec ses pharaons-dieux et son administration centralisée, repose sur une harmonie fragile, la Ma'at, cet ordre cosmique incarné par le roi. Quand cet ordre vacille, tout s'écroule. La 6e dynastie marque le début du déclin. Le règne de Pépi II, peut-être le plus long de l'histoire, 94 ans selon l'historien Manéthon, épuise le pouvoir royal. À sa mort vers 2184 avant Jésus-Christ, la couronne passe à des successeurs faibles comme Nitocris, une reine mentionnée par Manéthon, dont l'existence divise encore les archéologues. L'égyptologue Toby Wilkinson décrit cette période comme une monarchie vidée de sa substance, incapable de maintenir l'unité. Plusieurs facteurs précipitent la chute. Les crues du Nil, vitales pour l'agriculture, deviennent irrégulières. L'historien John Romer note que des variations climatiques, documentées dans les carottes de glace éthiopiennes, ont perturbé le Nil, affamant l'Égypte. Cette crise économique fragilise les greniers royaux, jadis symboles d'abondance. Parallèlement, les nomarques, gouverneurs des 42 nomes, gagnent en pouvoir. Sous l'Ancien Empire, ils dépendaient du roi, mais leurs tombes, comme celle de Koubet El Awa à Assouan, rivalisent désormais avec les monuments royaux. Ces élites locales contrôlent les terres, les ressources et même des milices privées. L'égyptologue Barry Kemp souligne que la centralisation excessive de l'Ancien Empire a paradoxalement nourri l'autonomie régionale. Memphis, centre névralgique, perd de son autorité. Les inscriptions de l'époque, rares, mentionnent des troubles, pillages de temples, conflits entre noms. La liste royale de Turin, un papyrus du Nouvel Empire, recense une succession chaotique de rois éphémères sous les 7e et 8e dynasties, dont certains règnent à peine un an. L'Égypte, jadis unie sous la double couronne, se fragmente en un patchwork de cités-États, où l'ordre de la Ma'at cède la place à l'Isfet, le chaos. Pourtant, ce chaos n'est pas total. L'administration, les hiéroglyphes et la foi en la royauté survivent, même affaiblis. Comme l'écrit l'égyptologue Stéphane Selmayr, l'effondrement n'a pas annihilé la culture égyptienne, mais l'a forcée à se réinventer. Ce désordre prépare le terrain pour une lutte de pouvoir qui redessinera l'Égypte. Dans les décombres de l'Ancien Empire, l'Égypte se scinde en 2 sphères d'influence, chacune portée par une ville ambitieuse. Héracléopolis au nord, Thèbes au sud. Cette division qui caractérise les 9e et 10e dynasties, soit environ de 2160 à 2055 avant Jésus-Christ, transforme l'Égypte en un champ de rivalité, mais aussi d'innovation. Héracléopolis, situé dans le Fayoum, près de l'ancienne Memphis, devient le centre des 9e et 10e dynasties. Les rois héracléopolitains, comme Kéti Ier, revendiquent l'héritage de l'Ancien Empire, ce parent de la double couronne. Leur contrôle s'étend sur le delta et la Basse-Égypte, où les terres fertiles du Nil soutiennent une économie agricole robuste. Les fouilles à Héracléopolis Magna ont révélé des fortifications et des entrepôts, signe d'un pouvoir structuré. Mais Héracléopolis n'est pas Memphis. Ces rois peinent à imposer leur autorité au-delà des noms voisins. Les inscriptions, comme celle de la tombe du nomarque Anctifi à Moala, décrivent des conflits locaux et des famines persistantes. Anctifi, un potentat du sud, se vante d'avoir nourri son peuple et combattu les rebelles, révélant une Égypte où les loyautés sont locales et non nationales. Héracléopolis représentait une tentative de restaurer l'ordre ancien, mais sans la force unificatrice d'un roi-dieu. Au sud, Thèbes émerge comme une rivale inattendue. Cette petite ville, centre du dieu Montu, divinité guerrière, devient sous la 11e dynastie un foyer de résistance. Les princes thébains, comme Intef Ier, se proclament gardiens de la Haute-Égypte, défiant Héracléopolis. Leur tombe rupestre à El Tarif, bien que modeste, porte des inscriptions belliqueuses, vantant des victoires contre les rebelles du Nord. Cette rivalité n'est pas seulement militaire. À Thèbes, une renaissance culturelle s'amorce. Les artisans thébains perfectionnent les reliefs funéraires, intégrant des scènes de chasse et de banquets qui reflètent une vitalité nouvelle. Les textes, comme les inscriptions de Kéti, un poème didactique attribué à cette période, exaltent la justice et la piété, signe d'une volonté de restaurer la Ma'at. À Héracléopolis, en revanche, la culture reste conservatrice, ancrée dans les traditions de l'Ancien Empire. Les deux cités s'opposent dans une guerre larvée, ponctuée d'escarmouches le long du Nil. Les sources archéologiques, comme les stèles d'Edfou, évoquent des batailles pour le contrôle des nomes centraux.
Cette division, bien que chaotique, stimule la compétition, posant les bases d'une réunification. Vers 2055 avant Jésus-Christ, un homme change le cours de l'histoire, Mentuhotep II, prince thébain de la 11e dynastie. Montant sur le trône vers 2061 avant Jésus-Christ, il hérite d'une Égypte divisée, mais voit dans cette crise une opportunité. Son règne long de 51 ans marque la fin de la première période intermédiaire et le prélude du Moyen Empire. Mentuhotep II, dont le nom signifie Montou et satisfait, s'appuie sur le culte guerrier de Montou pour fédérer la Haute-Égypte. Ses premières années sont consacrées à consolider Thèbes, fortifiant la ville et ralliant les nomarques du sud. Les inscriptions de sa stèle à Djebel Silsilé décrivent un roi unissant les deux terres par la force. Vers 2040 avant Jésus-Christ, il lance une campagne contre Héracléopolis, culminant en une victoire décisive. Les détails sont flous, aucune source ne décrit la bataille finale, mais le relief de son temple funéraire à Der el-Bahari montre Mentuhotep terrassant des ennemis, un écho de la palette de Narmer. Héracléopolis tombe et Mentuhotep s'empare de la double couronne, adoptant le titre de roi des deux terres. Mentuhotep II ne s'est pas contenté de conquérir, il a restauré l'idée d'une Égypte unie, mais sous une forme nouvelle. Contrairement à l'Ancien Empire, il gouverne depuis Thèbes, déplaçant le centre politique vers le sud. Memphis, bien que déchu, reste un centre administratif, signe d'une volonté d'intégration. Mentuhotep réforme l'administration, limitant le pouvoir des nomarques en nommant des gouverneurs loyaux. Les fouilles à Abydos révèlent des projets royaux, comme la restauration de temples pour légitimer son autorité. Son temple funéraire, à Der el-Bahari, creusé dans la falaise, innove avec une terrasse pyramidale préfigurant les complexes du Moyen Empire. Les reliefs y célèbrent la Ma'at, montrant le roi offrant des présents aux dieux. Cette réunification n'efface pas les cicatrices du chaos. Les nomes du Nord, habitués à l'autonomie, résistent parfois, comme en témoignent les stèles répressives de Mentuhotep. Mais son règne pose les bases d'un renouveau, où Thèbes devient le cœur d'une Égypte revitalisée. La première période intermédiaire n'est pas seulement une ère de désordre, c'est une leçon de résilience. Le chaos a révélé les failles de l'Ancien Empire, centralisation excessive, dépendance aux crues, mais aussi la force de la culture égyptienne. Les hiéroglyphes, la foi en la Ma'at et l'idéal du roi-dieu survivent, adaptés par des princes comme Mentuhotep II. Cette période marque une évolution culturelle. À Thèbes, les textes littéraires comme les instructions de Kéti prônent la justice et la responsabilité, reflétant un peuple conscient des ravages du chaos. Les reliefs funéraires plus expressifs humanisent l'élite, montrant des scènes de vie quotidienne, pêche, musique, agriculture. Le chaos a libéré une créativité artistique préparant l'éclat du Moyen Empire. Politiquement, la première période intermédiaire enseigne l'équilibre. Mentuhotep II, en limitant les nomarques, évite les erreurs de l'Ancien Empire, mais son modèle reste imparfait. Les tensions régionales persisteront, comme le montreront les luttes du Moyen Empire. L'héritage de cette période est double, un avertissement sur la fragilité des empires et une preuve de la capacité d'un peuple à renaître. L'Égypte, brisée, s'est reconstruite plus forte, prête à entrer dans un nouvel âge d'or.